Et si on pouvait dessiner une sorte de carte du destin social? Un outil pour voir à quel point notre point de départ dans la vie, il influence notre point d'arrivée. C'est exactement ce que font les sociologues et aujourd'hui on va décrypter ensemble cet outil qui est vraiment fascinant. Ah, ça c'est la grande question, pas vrai? Celle qui nous concerne un peu tous. Est-ce qu'on est vraiment libre de tracer notre propre route ou est-ce que finalement l'endroit d'où l'on vient détermine en grande partie là où on va? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir. Alors pour répondre à cette question, les sociologues étudient un concept clé, la mobilité sociale intergénérationnelle. Dit plus simplement, on compare la position sociale d'une personne avec celle de ses parents. Est-ce qu'il y a eu une ascension, une stagnation ou peut-être même une régression? C'est ça que cette mesure nous montre. Ok, mais concrètement, comment on mesure un truc pareil? Une intuition, ça ne suffit pas. Il faut un outil précis qui se base sur des données bien solides. Et cet outil, ce sont les fameuses tables de mobilité. Elles sont construites à partir de grandes enquêtes nationales comme celle que mène l'INSEE et on se concentre sur une tranche d'âge bien précise, les 40-59 ans. Pourquoi cet âge? C'est parce qu'à ce moment-là, en général, la carrière est stabilisée. Ça nous donne une photo assez nette de leur position sociale, pas juste un cliché du tout début de leur vie active. Et c'est là que ça devient super intéressant. Une seule et même table de chiffres peut en fait raconter deux histoires complètement différentes. Tout dépend de la façon dont on la lit, tout dépend de la question qu'on lui pose au départ. On a donc deux grandes lectures possibles, celle de la destinée, qui regarde en quelque sorte vers l'avenir, et celle du recrutement, qui, elle, regarde vers le passé. Comprendre ça, c'est la clé de toute l'analyse. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec la première question, celle de la destinée. On prend un groupe social de départ, par exemple les enfants d'ouvriers, et on regarde où ils ont atterri une génération plus tard. Pour faire ça, c'est simple. On lit la table horizontalement, ligne par ligne. Chaque ligne, ça représente l'origine sociale, donc le groupe des parents. Et la somme de tous les pourcentages sur une même ligne, ça fait toujours 100%. On suit en fait le destin de tout un groupe. Et là, premier constat, et il est frappant, sur 100 fils d'ouvriers, près de la moitié, 46 d'entre eux, deviennent eux-mêmes ouvriers. C'est un indicateur très très fort de ce que les sociologues appellent la reproduction sociale. C'est cette tendance en fait à hériter du statut social de ses parents. Et attention, cette reproduction sociale, ça ne concerne pas que les milieux populaires, loin de là. Si on regarde à l'autre bout de l'échelle sociale, plus de la moitié des fils de cadres deviennent cadres à leur tour. L'origine sociale semble vraiment dessiner une trajectoire, disons, privilégiée. Ok, maintenant, on retourne complètement la question. On change de perspective. On ne se demande plus où vont les gens, mais plutôt d'où viennent-ils. On prend un groupe social d'aujourd'hui, les cadres par exemple, et on se demande quelle est l'origine sociale des personnes qui le composent. Donc cette fois, hop, on change de sens. On lit la table à la verticale, colonne par colonne. Chaque colonne, ça représente une position sociale actuelle, et la somme de ces pourcentages fait, là aussi, 100%. On analyse en fait le bassin de recrutement de chaque catégorie sociale. Et là, encore, le chiffre est éloquent. Sur 100 cadres aujourd'hui, 24 sont des fils de cadres. Alors 24%, ça peut paraître peu, mais en fait, c'est énorme. Pourquoi? Parce que si tout le monde partait avec les mêmes chances, ce chiffre serait bien plus bas, beaucoup plus proche de leur poids réel dans la population. Ils sont donc massivement surreprésentés. Bon, pour résumer tout ça, c'est simple. D'un côté, on a la destinée. Que deviennent les enfants de tel ou tel groupe? Et là, on lit par ligne. De l'autre, on a le recrutement. D'où viennent les membres de ce groupe aujourd'hui? Et là, on lit par colonne. Deux outils, deux questions pour éclairer deux facettes d'une même réalité sociale. Alors là, on pourrait se dire facile, il suffit de compter le nombre de gens qui ont changé de catégorie et puis voilà. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. La bonne nouvelle, si on veut, c'est que si on regarde les chiffres bruts, sur le long terme, il y a de plus en plus de mobilité. Le pourcentage de personnes qui n'occupent pas la même position que leurs parents, il a tendance à augmenter. On pourrait se réjouir. Oui, mais attention au raccourci. Une plus grande mobilité ne veut pas forcément dire comme ça automatiquement une société plus juste ou plus ouverte. Il faut creuser un peu plus loin. C'est parce qu'il faut absolument distinguer deux choses. D'un côté, il y a la mobilité structurelle. C'est une mobilité qui est en quelque sorte forcée par les transformations de l'économie. L'exemple typique, il y a beaucoup moins d'agriculteurs aujourd'hui qu'avant. Donc mécaniquement, leurs enfants ont bien été obligés de trouver un autre métier. Mais la vraie question, celle qui nous intéresse, c'est celle de la fluidité sociale. C'est ça la vraie mesure de l'égalité des chances. En clair, indépendamment des changements économiques, est-ce qu'un enfant d'ouvrier a aujourd'hui réellement plus de chances de devenir cadre qu'il y a 50 ans? Et sur ce point, les progrès sont beaucoup plus lents. Bon, maintenant qu'on a bien compris la théorie, passons à la pratique.
Comment on fait concrètement pour ne jamais se tromper en lisant une de ces tables? Il y a une petite checklist, toute simple, en 4 étapes. 1. On identifie le type de table. Est-ce que c'est une table de destinée ou de recrutement? 2. On vérifie bien le sens de lecture. Ligne ou colonne? 3. On regarde qui on étudie. Des hommes, des femmes, de quelle année date l'enquête? Et enfin 4. On formule une phrase complète et précise pour être sûr de ne pas trahir ce que disent les chiffres. Et pour finir, les pièges classiques à éviter absolument. L'erreur numéro 1, c'est bien sûr de confondre destinée et recrutement. Une autre, c'est d'oublier de bien préciser sur 100 individus de tel groupe, ce qui change complètement le sens de la phrase. Et enfin, ignorer le contexte, comme l'année de l'enquête, ça peut nous amener à faire des comparaisons totalement hasardeuses. Parce qu'au final, on voit bien que ces tables, c'est beaucoup plus que de simples colonnes de chiffres. C'est un outil vraiment puissant pour transformer des données un peu froides en une interrogation profonde sur la nature même de notre société. Et cette interrogation, c'est celle-là. Au-delà des parcours individuels, des réussites, des échecs, ces tables nous forcent à nous demander collectivement si notre société tient vraiment sa promesse d'égalité. Et ça, c'est une question qui reste aujourd'hui encore plus que jamais d'actualité.